Le deuxième aspect, c'est la formation des neighborship, des relations de voisinage. La configuration OSPF d'un routeur active OSPF sur un ensemble d'interfaces. iOS tente alors de découvrir d'autres voisins sur ces interfaces en envoyant et en écoutant les messages OSPF Hello. Cependant, une fois découverts, deux routeurs ne peuvent pas devenir voisins. Ils doivent avoir des valeurs compatibles pour plusieurs paramètres comme indiqué dans les Hello échangés entre les deux routeurs. Donc, lorsque nous activons OSPF, des interfaces du routeur commencent à envoyer des Hello et cherchent à découvrir des voisins potentiels. Pour que la relation de voisinage se forme, il y a une vérification des paramètres entre les deux voisins. C'est ce que nous allons voir. Quels sont ces paramètres qui doivent correspondre? Ok. Les exigences de la relation de voisinage, c'est ce que nous allons voir ici. Les paramètres, en d'autres termes, les paramètres qui doivent correspondre. Ensuite, les problèmes qui empêchent la relation de voisinage de se former. Et les problèmes qui permettent à la relation de voisinage de se former, mais empêchent aux routes IP d'être annoncées. Donc, c'est ce que nous allons voir. Alors, les exigences de la relation de voisinage. OSPF. Lorsqu'un routeur OSPF entend le hello d'un nouveau voisin, le protocole de routage examine les informations dans le hello et compare ces informations avec les paramètres du routeur local. Si les paramètres correspondent, tant mieux. Sinon, les routeurs ne deviennent pas voisins. Parce qu'il n'y a pas de terme formel pour tous ces éléments, paramètres, ce livre les appelle simplement exigences de relation de voisinage. Alors, quels sont ces éléments qui doivent correspondre? Le manuel de Cisco nous liste ces éléments. Et en listant ces éléments, faisons attention à ce qui est ici, là. Ok? Il y a deux catégories. Required for OSPF, neighbor missing if incorrect. Ok? Exigé par OSPF, le voisin, en fait, nous n'aurons pas le voisin si le paramètre n'est pas correct. Alors, interface must be in a app state. Ça, c'est quelque chose que nous connaissons. Pour que l'interface puisse commencer à envoyer des paquets, des messages hello, l'interface doit être app. En d'autres termes, si vous avez la commande shutdown sur l'interface, OSPF ne va pas fonctionner. Access control list must not filter routing protocol messages. Il est possible dans un routeur, pour le access control, nous allons prendre l'exemple, nous allons partir ici, dans le routeur 3 par exemple, il est possible de partir configure terminal IP access list extended 1 par exemple, non, 100 point d'interrogation, et ici nous pouvons y ajouter des paramètres. Ok, nous pouvons mettre deny OSPF, nous pouvons deny OSPF 100.1.1.2, donc l'adresse IP du routeur 2. Il y a une valeur à ajouter, excusez. Wildcard, c'est le 00255, parce que ici c'est le masque que nous sommes en train d'utiliser. Ici là c'est le 255 255 255 0. Donc le masque inversé c'est le 00255. Si nous validons, ok, ça nous demande autre chose. Destination address any. Nous pouvons mettre any. Ok, any. Là nous avons créé le access list. Si nous faisons show IP access list, ça nous montre que nous avons créé cette access list. Ok. Et si nous revenons ici, configure terminal, l'interface qui fait face au switch, ok, c'est le F00.
Si nous faisons interface F00, nous allons mettre IP access group, c'est le 100, et nous allons mettre in. Nous allons voir les access lists dans les détails. In, ça veut dire simplement que nous sommes en train de filtrer les messages qui entrent dans l'interface. Et c'est quelque chose qui est très important parce que les access lists, après le subnetting, c'est l'un des éléments qui peut embrouiller à plusieurs personnes. Donc nous allons appliquer ce access list. Et je devais mettre in plutôt. In. Donc là, si notre access list fonctionne correctement, normalement la relation OSPF doit se briser. Okay, voilà, la relation s'est détachée de toutes les façons. Ok, nous voyons qu'après avoir exécuté ce access list, la relation OSPF avec les autres voisins s'est détachée. And show IP OSPF neighbor, nous n'avons plus que deux voisins. Pourquoi est-ce que nous n'avons que deux voisins? Nous avons ces deux voisins ici là, ok, où nous n'avons pas appliqué le access list. Ces deux voisins ici. Alors tous les voisins qui venaient d'ici, donc le routeur 2, le routeur 1, 2 et 4, leur relation de voisinage n'existe pas. Parce que nous avons appliqué un access list ici là qui est en train de filtrer les messages de OSPF. Ça, c'est des éléments que Cisco utilise souvent pour vous mettre un peu en déroute. Parce que ce qui va se passer, c'est que si vous partez dans le showrunning config, vous allez vérifier que la commande IP OSPF existe ici là. Si vous faites show IP protocol, je ne sais pas exactement ce que ça va donner. Ici là, ça vous dit que vous avez le protocole OSPF, vous avez tout ceci, mais lorsque vous faites show IP OSPF neighbor, vous n'avez que deux voisins qui sont les routeurs qui font face au LAN, alors que les routeurs qui sont ici, aucune relation de voisinage ne se crée. Si nous repartons, nous revérifions le show IP access list. Ok. Remarquez que ici on a maintenant des matchs. Avant, lorsque nous avons vérifié show IP access list, excusez, je ne peux plus remonter. Ok, bref, ici les matchs veut dire que cet access list est en train effectivement est en train de bloquer. Remarquez que ça augmente, ok. Qu'est-ce que c'est en train de bloquer? Les paquets OSPF qui arrivent sont bloqués par le access list. Le access list bloque ces messages OSPF au point où lorsque vous continuez à vérifier, les paquets OSPF sont bloqués et le compteur de ce access list va continuer à augmenter. Donc ça c'est le access list. C'était pour illustrer l'aspect du access list. Il y a beaucoup de façons. Il n'y a pas que les adresses IP que vous pouvez bloquer. Je pense que vous pouvez aussi bloquer le protocole. Le numéro de protocole de OSPF, si vous ne vous souvenez pas, c'est le 89. Il est possible de bloquer ce protocole. Je pense que si on fait IP access list, je pense que je peux mettre ok, standard plutôt. Je peux essayer avec le standard 1. Vous pouvez le configurer avec le nom. C'est tel que j'ai dit, nous aurons le temps de voir ça dans les détails. Standard 1. Je peux mettre deny host. Bon, ici je pense que nous n'aurons pas ça. Donc il faut partir dans le IP access list extended. IP access list extended 10 par exemple. Bon, extended c'est à partir de 100, nous allons mettre 101.
Vous voyez que si je mets deny, point d'interrogation, ce deny nous donne plus d'options par rapport au deny du standard. Okay? Le deny du standard nous donne simplement host, ou plutôt l'adresse IP, le any et le host, alors que le deny du extended nous donne les types de protocoles que nous pouvons bloquer. Là, c'est Packet Crusher. Si vous essayez dans DNS, vous allez voir une longue liste de paramètres. Voilà pourquoi les access lists, il y a des manuels entiers de 300-400 pages qui ne traitent que des access lists. Donc, si nous faisons par exemple deny IP, deny OSPF, on peut deny GRE, IP, ok, TCP, UDP, OSPF. Je vais encore revoir le deny OSPF. Any. Vous pouvez mettre any. Bref, nous allons y revenir. Je vais chercher, je vais revoir. Je pense que sur DNS, je ne sais pas si c'est possible, mais je veux aussi. Nous allons voir prochainement la possibilité de bloquer le protocole OSPF carrément, de bloquer les adresses IP spécifiques. Vous pouvez faire une configuration qui ne bloque que un access list, qui ne bloque que la relation avec le routeur 1 spécifiquement. Et là, vous allez utiliser le paramètre host. Ok. Dans ma configuration, j'ai utilisé le... J'étais dans le routeur 3. Dans ma configuration, j'ai utilisé le subnet. Je suis en train de bloquer tout un subnet. Ok. Le 101.1.0. Tout un subnet. Donc tous les hosts qui sont dans ce subnet sont bloqués. Je peux utiliser le paramètre host. OSPF. Host. Ok. Host. Je peux préciser que je ne veux pas les paquets du 100.1.1. Ok. Venant à, je peux aussi préciser qui viennent à tel host. Donc ça c'est les access lists demandent vraiment beaucoup d'attention, la direction où vous appliquez le access list et ainsi de suite. C'était une parenthèse pour anticiper un peu ce qu'il y a dans les access lists. Donc troisième élément, interface must be in the same subnet. Là nous le savons, lorsque entre deux routeurs, pour que la relation OSPF, pour que le IP d'abord de façon logique, pour que le IP fonctionne, les deux interfaces doivent être dans le même subnet. Donc ça c'est une logique en dehors de OSPF, deux interfaces qui sont interconnectées doivent être dans le même subnet. Alors, quatrième élément, they must pass routing protocol neighbor authentication. Authentication, c'est quelque chose qui peut être configuré. Nous pouvons venir ici là. Nous pouvons faire, nous pouvons configurer l'authentication. Interface F00, IP OSPF 1, IP OSPF authentication. Ok, nous pouvons configurer l'authentication. Authentication. Authentication message digest. Donc ça c'est l'authentication, c'est simplement, c'est comme une idée de mettre un mot de passe entre les deux voisins. Ce que vous faites avec l'authentication, c'est de dire routeur 1, routeur 2, vous les configurez avec une authentication. Ok, c'est un mot de passe. Vous dites l'authentication ici, c'est par exemple 1, 2, 3, 4, comme nous le faisons. Ok, vous pouvez choisir un mot de passe en termes de chiffres. 1, 2, 3, 4. Si ici on ajoute le 5, la relation ne va pas se former parce qu'ils n'ont plus le même mot de passe. Donc l'authentication, c'est en d'autres termes configurer un mot de passe, une clé d'authentication entre les deux routeurs qui doivent être voisins. Hello and all the timers might match. Ça c'est un élément très important. Par défaut, nous l'avons vu, le hello est de 10 secondes, le dead est de 40 secondes. Donc ces deux valeurs doivent match. Router IDs must be unique. L'identifiant de processus OSPF
doit être unique. Si nous avons deux routeurs qui ont un identifiant similaire, par exemple, dans le même exemple que nous avons ici, si le routeur 1 a le routeur l'identifiant 1 et que le routeur 1 a l'identifiant 1 et que le routeur 2 est également 1, la relation OSPF ne va pas se former parce qu'ils ont le même identifiant. Ils doivent être dans la même zone. Ça, on a déjà vu ça. Ici, si c'est dans la zone 1, ici aussi, ça doit être dans la même zone. Si cela n'est pas le cas, ça va créer ce qu'on appelle le area mismatch. OSPF process must not be shut down. Alors, ça, c'est un élément qu'il faut souligner. Nous pouvons venir, ok, vous pouvez partir dans le routeur. Je vais annuler ceci. Configure terminal, route OSPF1. Vous pouvez mettre, je ne sais pas si c'est directement shutdown ici. Je pense que si je fais... Ok, je vais, honnêtement, nous allons avancer, mais il est possible de shutdown ce processus. De shutdown. OSPF. Oh, excusez, je pense que j'ai une idée. Est-ce que c'est ici? Ok, c'est pas ici. Bon. Je sais pas si c'est ici, mais bon, nous allons avancer. Neighboring interfaces must use the same meter setting. Donc, meter setting, c'est quelque chose que nous n'avons pas vraiment vu dans les détails, mais c'est simplement la taille des paquets. Et nous allons voir ça dans les détails un peu plus tard. Si nous partons sur les interfaces, pour nous consacrer au routeur 3, show interface face Ethernet 00, il y a une valeur appelée le METUS qui n'est autre que le maximum transmission unit. Nous savons que les paquets ont une taille, donc le METUS est la taille d'un paquet. Donc 1500 c'est la taille par défaut et cette valeur peut être modifiée. Neighboring interface must use the same OSPF network type. Nous venons de voir les types de réseaux OSPF, le broadcast et le point-to-point. En d'autres termes, le routeur 1 et le routeur 2 ici doivent utiliser, s'ils sont en train d'utiliser le broadcast, des deux côtés ça doit être broadcast. Si nous mettons broadcast ici, et si nous mettons point-to-point, ça va causer des problèmes. Alors, remarquez que sur cette liste, la majorité des éléments des deux côtés, on nous dit yes. Ok? Required for OSPF, yes. Neighbor missing if incorrect, yes. Ça veut dire que si ce paramètre n'est pas identique des deux côtés, nous n'aurons pas le voisin. Le voisin ne va pas se montrer. Ok? Nous n'aurons pas, lorsque nous allons faire show IP OSPF neighbor, nous n'aurons pas le voisin que nous voulons voir. Remarquez au bas ici, on nous dit no. Ça, c'est là où c'est intéressant parce que ces valeurs sont requises par OSPF, le MeToYou et le Network Type doivent être identiques, mais le neighbor ne va pas miss. Nous allons voir ce que cela veut dire. On peut avoir un routeur qui a MeToYou 1500 ici, sur cette interface, ok, pour être précis, et 1400 sur cette interface. Nous créons ce qu'on appelle le MeToYou mismatch. Lorsque nous allons faire show IP OSPF neighbor, nous allons voir le voisin, mais il y aura d'autres conséquences que nous allons voir dans les détails. OSPF ne va pas fonctionner correctement. C'est la même chose pour le network type. Si nous avons broadcast d'un côté et point-to-point de l'autre côté, le voisin va se montrer, ok, nous allons voir le voisin avec la commande show IP OSPF neighbor, mais il y aura des conséquences. Alors, si nous avançons, les exigences, la dernière section ombrée répertorie quelques paramètres OSPF qui donnent un symptôme différent lorsqu'ils sont incorrects. Ces deux éléments doivent être corrects pour que les voisins OSPF fonctionnent. Cependant, pour ces deux éléments, lorsqu'ils sont incorrects, un routeur peut répertorier l'autre routeur comme voisin. Mais la relation de voisinage ne fonctionne pas correctement dans la mesure où les routeurs n'échangent pas les LSA comme il se doit.
Donc le voisinage va exister pour ces deux derniers éléments, le MeToo et le Network Type. Lorsqu'ils ne sont pas identiques, la relation de voisinage ne va pas. La relation de voisinage va exister, mais les routeurs ne vont pas s'échanger les LSA comme il se doit. Et nous savons que les LSA contiennent des messages importants et nous allons voir les conséquences. Alors, requirement, hello and dead timers must match. Comment est-ce qu'il faut vérifier? Ok, show IP OSPF interface. They must be in the same area. La commande pour vérifier c'est show IP OSPF interface brief. RID must be unique. Show IP OSPF. They must pass any neighbor authentication. Show IP OSPF interface. Je vais voir s'il est possible de configurer l'authentication. Ok, mais prochainement nous allons voir et nous allons ajouter cela pour voir qu'est-ce que cela, comment est-ce que nous pouvons vérifier cela. Enfin, si je peux configurer l'authentication de OSPF sur Packet Tracer, bien sûr, parce que sur GNS3 c'est possible. Si c'est possible sur sur Packet Tracer, nous allons le faire. Autrement, nous allons valider cela avec GNS3. OSPF process must not be shut down. Ça, pour vérifier cela, c'est avec le show IP OSPF. Alors, un choix de configuration que les gens pensent parfois être un problème, mais qui ne l'est pas, est le process ID, tel que défini par la commande route OSPF process. Les routeurs voisins peuvent utiliser le même processus, le même numéro de process, ou des numéros de process différents sans impact sur le fait que les deux routeurs deviennent des voisins OSPF. Nous l'avons déjà illustré au travers d'un lab où j'avais chaque routeur avec un processus différent. La relation de voisinage se formait. En d'autres termes, entre deux routeurs, ici nous pouvons avoir le processus OSPF 1 et ici nous pouvons avoir le processus OSPF 2. Cela ne pose pas de problème. Ça peut être un des deux côtés, tout comme 1 et 2 de l'autre. Cela ne pose pas de problème. Parce que c'est un élément qui est, si on appelle cela, qui est locally significant. Donc, son importance est locale au routeur. Il n'y a pas d'impact avec le routeur voisin. Alors, les problèmes qui empêchent la relation de voisinage de se former. Au travers de la topologie ci-dessus, nous allons analyser les problèmes qui empêchent la formation de la relation de voisinage. Ce sont des éléments que nous avons déjà vus un peu précédemment. L'interface G00 du routeur 2 est dans la zone 1. Donc, si nous mettons cette interface dans la zone 1, il ne va pas créer de relation de voisinage avec les autres. Parce que les autres sont dans la zone 0 et nous savons que cela va créer ce qu'on appelle un area mismatch. Area mismatch. R3 utilise un identifiant OSPF identique à celui de R1. Donc ici, par exemple, R3 prend le RID 111 que le routeur 1 utilise. Donc il y aura un problème entre les deux. Routeur 4 a été configuré avec un Hello dead time de 5.20 sur son interface G00 au lieu des valeurs par défaut utilisées par les autres routeurs. Donc ça aussi, ça va causer un problème. Parce que nous allons voir le area mismatch, nous allons voir le duplicate OSPF route ID, lorsque le hello et le dead time ne sont pas identiques. Nous allons voir comment lorsqu'on shut down le processus OSPF. Ok, route OSPF 1 shutdown, mais je me demande pour ce que je ne voyais pas cette commande. Nous allons juste vérifier cela. Configure terminal, route OSPF 1 shutdown. C'est pas supporté dans Packet Tracer. Donc, mais c'était possible de venir ici. Voilà pourquoi quand j'avais vérifié, je ne voyais pas cette commande. C'était possible de venir sous le processus OSPF et de shut down le processus. Et ça, ce sont des éléments qui sont un peu difficiles à dépanner parce que généralement, nous allons nous focaliser sur les adresses IP, sur les hello, sur autre chose. Alors, voilà pourquoi il est très important d'avoir une idée de ces éléments d'un point de vue pratique. Et donc, nous allons le faire. Prochainement, je pense que j'aurai deux
une petite topologie sur JNS3 pour valider les éléments qui ne sont pas, les commandes qui ne sont pas disponibles dans Packet Tracer pour voir exactement comment est-ce que cela impacte OSPF. Donc nous allons chercher dans le processus. Après, nous aurons les éléments qui empêchent à la relation, mais ok, qui permettent plutôt à la relation de voisinage de se former, mais empêchent aux routes IP d'être annoncées. Donc c'est le MeToo et le type de réseau. Avec tous ces éléments, je pense que nous pourrons faire en 45 minutes, espérons. Nous allons mettre fin au long chapitre de OSPF. Je voulais que nous puissions passer dans les détails de OSPF parce que je pense que c'est le routage. Le routage, c'est la base effectivement du CCNA entreprise. Parce que le CCNA entreprise, c'est ce qui était précédemment appelé routing and switching. La base du CCNA, c'est le routage et le switching. Donc voilà pourquoi j'ai voulu partir dans les détails de ce chapitre. Une fois fait, le reste, IPv4, on va vite avancer parce que le IPv4 n'est que l'extension du IPv6. Plutôt, avec le IPv6, nous allons vite avancer parce que ce n'est que l'extension du IPv4. Donc la vérification, c'est juste ajouter IPv6, show IPv6, un peu la configuration, au lieu de IP address et IPv6 address. Donc nous allons vite passer parce que les bases sont déjà là. Ce qu'il faudra faire, c'est simplement voir un peu, par exemple, les différents types d'adresses IP version 6, un peu, voilà, un peu ces détails. Après, nous allons vite tomber dans le wireless. Là-bas aussi, il y a beaucoup de théories. Bon, la base, c'est ce que nous avons déjà fait. Pour le reste, nous allons vraiment partir plus vite. Je voulais qu'on parte dans ces détails parce que OSPF, c'est le routage et le routage, c'est la base du CCN. Lorsque le routage n'existe pas, vous n'allez pas activer les services. Lorsque vous ne pouvez pas activer le routage, DHCP ne va pas fonctionner, DNS ne va pas fonctionner, tous les autres protocoles ne vont pas fonctionner. En fait, les protocoles qui sont au-dessus, il n'y aura pas parce que le routage ne fonctionne pas. Donc voilà pourquoi il est très important de maîtriser le routage avant de penser à configurer les autres protocoles.